Nous en sommes à la dernière conférence, mais non la moindre, celle d'Hervé Pichard, qui se nomme La condition planétaire. Hervé Pichard est un artiste philosophe multimédia. Il a participé tout au long de sa carrière au développement des institutions sur les nouveaux médias. Il est le cofondateur de la Cité des arts et des nouvelles technologies de Montréal en 1985, ancien directeur de la chaire Daniel Langlois des arts numériques à l'Université Concordia, concepteur du Media Lab québécois Hexagramme, fondateur de l'Observatoire international du numérique à l'UQAM, du Festival Télésciences et de la Société internationale de méta-analyse. Hervé Pichard a été l'initiateur de l'art technologique dans les années 70, du tweet art et du tweet philosophique dans les années 2000. Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions solo de musées nationaux. Il a participé à la Biennale de Venise en 1976, de Sao Paulo en 81, à la Documenta de Cassel en 82. Il a publié de nombreux articles et livres sur l'art et les communications, la méta-analyse, le numérique, la divergence du futur. Récemment, il a signé les ouvrages L'hyperhumanisme pour une éthique planétaire et Les couleurs de l'Occident de la préhistoire au 21e siècle. Hervé Fischer va nous expliquer aujourd'hui la manière dont émerge la conscience planétaire et comment la condition planétaire en vient qu'à rendre encore plus désuète la condition postmoderne, si je ne me trompe pas, dans la mesure où la méta-analyse nous appelle à dévoiler une éthique planétaire. Il s'agit d'envisager un nouvel humanisme en accord avec notre évolution technoscientifique, soit l'hyperhumanisme. La multiplication des liens numériques mènera à plus d'humanisme et non l'inverse. Voilà, donc ceci dit, avant de passer la parole à M. Fischer, n'hésitez pas encore une fois à laisser vos questions adressées aux conférenciers sur le chat du Zoom pendant la présentation et elles vont être posées à la période de discussion, je le répète, prévue à 11h30, donc après les 3 conférences. Je vous cède la parole, M. Fischer. Bonjour, bravo aux 2 conférenciers qui m'ont précédé. J'étais très attentif aux propos de Nicolas et j'ai reconnu les obsessions macluhaniennes de Derrick et je pense que nous sommes beaucoup sur la même longueur d'onde, en tout cas vous deux et peut-être moi aussi d'une certaine manière. Donc, ce que je voudrais souligner effectivement, c'est que nous sommes dans une nouvelle écologie que je crois à la fois microscopique et planétaire. Ce sont les 2 pôles de notre conscience contemporaine et c'est une vieille histoire dans les civilisations puisque, au fond, la philosophie des liens, qui est devenue une esthétique avec la publication des livres de Nicolas Bourriaud, c'est Confucius qui nous en parle le premier, de mémoire que nous ayons, 5e siècle avant Jésus-Christ, un peu plus. Donc, nous sommes toujours dans cette idée que c'est le lien qui donne sens. C'est que, comme dans l'éthique africaine, Ubuntu, c'est je car nous sommes, c'était aussi le mandat de Mandela. Donc, c'est une philosophie très ancienne qui se réactualise actuellement à tous égards, aussi bien avec la mécanique quantique, bien entendu, qu'avec la philosophie contemporaine et les démarches des artistes actuels. Alors, ce que je voudrais, c'est partager mon écran avec vous. Pourquoi? Et donc, cette idée que nous sommes dans une nouvelle condition, je serais tout à fait d'accord avec Nicolas Bourriaud, il ne l'a pas rappelé tout à l'heure, mais il l'a dit très clairement, nous sommes après la postmodernité, nous ne sommes plus dans la condition postmoderne de Lyotard, mais à mon sens, nous sommes dans la condition planétaire. Et c'est un changement que nous avons vu se développer très, très profondément actuellement. Nous avons pris conscience de ce lien planétaire. C'est anthropologiquement inédit. Nous ne sommes plus chacun dans notre petit village. Nous sommes toujours dans notre petit village, mais nous sommes en même temps et tout autant, peut-être encore plus précisément, dans une écologie planétaire. La question où sommes-nous et quand sommes-nous est fondamentale en philosophie, mais aussi pour les artistes. Et nous sommes dans une période de bouleversement anthropologique inédit. Je n'ai pas besoin de souligner les propos de McLuhan et d'Éric de Kerckhoff concernant le passage de l'âge du feu à l'âge de l'information, du numérique. Le feu détruisait l'information, le numérique l'a créé.
c'est une révolution anthropologique dont on n'a pas fini de mesurer les impacts. Derrick y contribue d'une façon magnifique. Nous sommes dans une deuxième divergence, parce que contrairement à ce que disait notre ami Darwin, nous ne progressons pas par adaptation et sélection. Ça, c'était très intéressant par rapport au créativisme, mais nous savons maintenant que nous progressons la nature, l'art, l'humanité, la biologie par divergence, par rupture, par saut en avant dans l'inconnu. Et nous avons avec la pandémie une deuxième divergence majeure après celle du numérique, celle de ce petit virus invisible, on a beaucoup parlé d'invisibilité ce matin, qui est capable de mettre à mal notre magnifique et orgueilleux anthropocène, qui en est fait effectivement un capitalocène, comme le dit Nicolas Bourriaud. J'aime bien cette expression. Et il n'est pas étonnant que nous ayons actuellement, dans notre écologie planétaire, des populismes, une violence considérable qu'on retrouve aux États-Unis, qu'on a retrouvé beaucoup en Europe aussi, qu'on retrouve un peu partout sur la planète, et qui menace notre système traditionnel binaire de la démocratie, de la vérité, parce qu'au fond, nous sommes dans un moment de rupture, de divergence majeure anthropologiquement qui nous ébranle considérablement. Ce n'est plus seulement je est un autre, je est ailleurs, c'est tout notre système de référence, de lien qui est complètement mis à mal, et il faut savoir découvrir quels sont les nouveaux liens, quelles sont les nouvelles représentations du monde que nous allons être capables de dégager dans cette sorte de table rase où on refuse les anciennes normalités, mais on n'est pas encore capable de concevoir les nouvelles normalités. Alors, cette conscience bipolaire, pas au sens de pathologie mentale, mais au sens que nous avons deux pôles, le pôle identitaire instinctif de repli sur soi face à la nouveauté, face à l'anxiété, et en même temps le pôle tout aussi important de la pensée planétaire, de la conscience planétaire, qui modifie complètement notre condition humaine et qui crée, et là je rejoins la question de l'art, qui crée une révolution du regard. Le regard n'est plus celui du bouquet de fleurs, de la nature morte, du paysage impressionniste, mais c'est un regard planétaire. Et à l'intérieur de ce regard planétaire, les microsystèmes, les micro-relations, ce sont comme les points dans une peinture impressionniste. On ne voit le paysage impressionniste qu'en se reculant, mais dans le détail, ce sont des petites taches de couleur pure et isolées. Nous sommes vraiment dans cette métaphore-là. C'est pour ça que c'est un vieux tampon caoutchouc là, des années 70. Nous sommes devenus, nous en sommes vraiment conscients maintenant. J'avais fait ce tampon à l'époque, vers 72, je crois, mais je n'avais pas conscience encore de ce que je disais vraiment. Nous sommes vraiment venus des périphériques planétaires. Ça, c'est vraiment, ça dérègle tous les sens, comme le rappelait Éric de Kerckhoff, mais c'est vraiment radical. Il y a un artiste que j'aime bien nommer au Québec, Denis Tremblay, qui s'est fait élire roi de l'Anse-Saint-Jean. Il avait créé une décoration pour sa royauté qui était « Je me régionalise, je me féminise », c'est-à-dire que nous sommes tout le temps à la frontière de toutes sortes de nouvelles relations nous sommes dans les marginalités qui sont devenues géographiques, qui sont devenues historiques, ethniques, sociales, sexuelles, culturelles et psychiques. C'est un bouleversement du je, de la personne, de l'identité, de la conscience que nous avons de moi, et qui est un méli-mélo qui peut devenir chaotique, mais qui est le défi que nous avons pour nous repenser dans l'écologie planétaire. Et fondamentalement, il faut sortir de cette crise nécessaire, légitime, remise en question des grands mythes qui nous rassuraient depuis Hegel, la Révolution française. Mais il faut se rappeler aussi que quand on dit que le progrès a eu bien des applications perverses, que par exemple le colonialisme, le catholicisme ethnocide, etc., c'était au nom du progrès, de la religion, des idées, etc. Il faut bien voir que quand je parle du progrès,
Ce n'est pas parce que le progrès a été complètement ravagé par la Shoah, par les guerres, les ethnocides, les génocides du XXe siècle, que le progrès ne demeure pas important. Mais pour moi, le mythe du progrès, ce n'est pas le progrès technologique. Il y a un progrès beaucoup plus important et beaucoup plus difficile et beaucoup plus incertain que le progrès technologique, qui lui est certain, c'est le progrès humain collectif. Et pour moi, fondamentalement, par rapport à cette perte de valeur et de sens que nous a proposé, avec laquelle nous a laissé la postmodernité, eh bien aujourd'hui, il faut bien quand même admettre que nous sommes face à la planète, dans la nécessité de valeurs, de sens sur lequel qui va constituer une boulotte, une boussole, pas une boulotte, mais une boussole justement par rapport à la boulotte, par rapport à laquelle nous avons besoin de décider de nos gouvernes. Nous avons besoin de nouvelles gouvernes dans cette tempête. Alors ça, c'est très important pour moi. Je pense de plus en plus, d'un point de vue comme artiste, comme philosophe, d'un point de vue éthique, dans l'incertitude où nous sommes, il y a une chose absolue qu'on ne peut pas accepter, qui est la violence, l'exploitation, la souffrance. Pour moi, c'est un absolu de la pensée. Ça nous oblige, aussi postmoderne que nous ayons pu être précédemment, ça nous oblige à créer un nouveau récit de cette planète, de cette aventure humaine dans l'univers. Et nous sommes maintenant vraiment dans une condition planétaire qui nous oblige à penser, qui nous oblige à décider et qui nous oblige à créer une nouvelle écologie éthique de la planète et de l'humanité. Et il faut repenser tous les mythes, parce que nous ne pouvons pas, on ne peut pas ne croire à rien, comme disaient les postmodernes. Nous ne pourrons pas ne croire à rien. Il faut donc créer des nouveaux récits. Il faut réactualiser, réinterpréter les vieux récits. Par exemple, c'est clair que la tour de Babel, interprétée par les docteurs de l'Église chrétienne, c'était la punition. Pour moi, aujourd'hui, la tour de Babel, c'est le symbole emblématique de la diversité linguistique et culturelle, et c'est l'importance pour Sisyphe de remettre sur son épaule et pour remonter vers les cimes toute la charge du mal de l'humanité pour persévérer dans la recherche d'un sens avec laquelle nous allons continuer notre aventure sans aller vers une apocalypse. Les nouvelles technologies, ça a créé pour nous un tel bouleversement, une telle anxiété que nous avons besoin c'est urgent, nous sommes dans une urgence de la pensée, et donc je le crois aussi de l'art, comme de la littérature, nous sommes dans une urgence de recréer un récit, de reconstruire une rationalité qui ne peut pas être seulement basée sur la mécanique quantique et l'astrophysique. L'astrophysique, c'est une théologie expérimentale qui repose sur 90% d'incertitude et dans laquelle il n'y a même plus la foi. On voit bien à quel point les astrophysiciens sont perdus dans l'univers actuellement. C'est une magnifique poète, c'est fascinant, mais ça n'est pas quelque chose sur laquelle nous pouvons construire nos relations humaines. Nos relations humaines, nous ne pouvons les construire aujourd'hui que sur l'éthique. Je ne suis pas un fils de curé, je ne suis pas obsédé par la pureté et les valeurs morales, mais c'est comme une sorte d'instinct de survie, ou c'est comme une rationalité planétaire dont nous avons besoin. Et il y a une chose qui est bien claire, le monde est tellement scandaleux, nous le savons tous les jours grâce aux médias numériques, partout et tout le temps, tellement scandaleux qu'il faut changer ce monde. C'est là aussi qu'il y a une urgence. Et donc, je suis dans cette pensée-là d'urgence. Même si je vais avoir 80 ans dans quelques mois, il y a toujours temps pour penser l'urgence et de contribuer à cette solidarité humaine qui, pour moi, est la manière de l'esthétique relationnelle dont parlait Nicolas Bourriaud. Pour moi, c'est une esthétique morale où l'éthique devient même plus importante que l'esthétique. Et par exemple, là, un émoticône que j'ai créé pour la France, pour le SAMU international face à la pandémie. Bon. Alors, dans cette situation-là, nous ne pouvons plus croire à une providence. Il n'y a plus de providence animiste que la magie essaye de gérer. La providence dans les dieux, poly ou monothéistes, n'a plus beaucoup de crédibilité.
Nous ne pouvons pas davantage croire dans la providence d'une économie libérale. Nous voyons ce que ça a donné. Nous ne pouvons pas non plus croire dans une providence communiste. On a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, on nous propose de croire dans une providence technoscientifique. On nous annonce des cyborgs, on nous annonce un grand ordinateur central qui nous permettra de sortir de l'homme de carbone et d'enfin avoir une sorte de sagesse algorithmique pour le monde entier. Cet ordinateur central est post-humain, transhumain. C'est vraiment des ingénieurs qui se prennent pour des prophètes, qui n'ont jamais lu un livre de philosophie apparemment, et qui nous conduisent nulle part. C'est un anti-humanisme total, alors que nous avons besoin actuellement de réinventer un humanisme qui soit adapté à notre âge du numérique, à notre époque de la technoscience, qui est devenue en quelque sorte le moteur de notre évolution. Ça, c'était quelque chose que n'avait pas prévu non plus Darwin. Et nous sommes en fait dans cette situation d'incertitude que je reprends à partir de la postmodernité. Il est clair que il faut croire à quelque chose, mais tout est fabulatoire. Je parodie un peu Hegel en disant tout ce qui est réel est fabulatoire, tout ce qui est fabulatoire est réel. Mais la différence avec Hegel, c'est que pour moi, il faut savoir choisir ces fabulations et éviter les hallucinations. Nous avons vécu dans une normalité toxique, néolibérale, etc., qui sont des hallucinations. Pour moi, le post ou transhumanisme, ce sont des hallucinations. Et fondamentalement, puisqu'on ne peut plus croire à rien de traditionnel, mais il faut créer une nouvelle croyance, une nouvelle boussole pour le monde, il faut créer des nouveaux mythes qui vont nous permettre d'assurer notre gouverne, et c'est par l'imaginaire, c'est pas par l'économie, c'est pas par la technoscience que nous allons changer le monde dans le meilleur. Ce sont les mythes qu'il faut changer. Il y a des mythes bénéfiques, il y a des mythes pervers. Il faut savoir choisir ces mythes. Et pour moi, le mythe fondamental, c'est le mythe de l'éthique planétaire que je n'ai pas inventé. Ça fait des siècles maintenant qu'on a fait des déclarations des droits universels fondamentaux de l'homme. On les a constamment répétés, on les a constamment reniés. C'est un thème de mon travail d'artiste. J'ai fait beaucoup de codes QR sur peinture acrylique où j'ai beaucoup tripoté les codes QR. En fait, on peut les tripoter énormément. J'ai pu faire un code QR sous différentes qui se lisent tous avec un scanner Dieu. Donc, il y a toute une exploration, pour moi, très emblématique de notre époque, des codes QR. Et fondamentalement, là, je rejoins mes deux prédécesseurs, l'éthique personnelle comme l'éthique planétaire, elle commence par le respect de la nature, c'est-à-dire de nous-mêmes, nous sommes des animaux, du végétal, du minéral, de l'animal. Nous sommes dans une écologie tout à fait nouvelle, et ça, effectivement, Karen Barad l'a bien souligné. Bon. Et pour moi, qu'est-ce que c'est que l'hyperhumanisme? L'hyperhumanisme, c'est un mot que j'oppose naturellement, je l'ai forgé contre post- et transhumanisme, mais l'hyperhumanisme, c'est tout simple ce que je veux dire, c'est tout bête. C'est plus d'humanisme, hyper, grâce aux hyperliens numériques. Car nous sommes dans une écologie numérique, de liens numériques, d'hyperliens numériques, qui nous tient constamment en conscience, en relation avec tout ce qui se passe de bien et de mal sur la planète, et en particulier ce qui se passe de mal, dont on parle toujours plus parce que ça se vend mieux. Et donc, nous sommes constamment dans une situation émotive, d'indignation, de dénonciation ou de solidarité avec ceux qui souffrent à cause des scandales humains ou à cause des dévastations de la nature. Et pour moi, l'éthique planétaire, par rapport à l'entropie à laquelle nous serions apparemment condamnés, alors que pour moi, il est très important de souligner la tension permanente entre entropie et négantropie, c'est ça qui est le moteur de notre univers. Bon. Pour moi, l'éthique planétaire, c'est une négantropie. Elle nous offre cette boussole pour nous aider à traverser le désordre actuel du monde. Et je ne veux pas faire de la religion quand je parle de nouvelle éthique. Pour moi, j'accepte même l'idée que ce soit une sorte de nouvelle rationalité de l'humanité, mais une rationalité planétaire. Pas une rationalité basée sur la théologie, mais une rationalité qui est en fait une éthique. Alors voilà le livre que j'ai publié il y a un an ou deux.
il y en a un ou deux. Et cette boussole, c'est ça pour moi qui est essentiel dans nos démarches d'artistes et de philosophes par rapport au chaos du monde dans lequel nous sommes actuellement. Moi, je ne suis pas très enthousiaste pour une apocalypse, même si ça se vend très très bien dans la littérature et dans le cinéma. Fondamentalement, je veux rester un optimiste. Nous en avons vu d'autres à travers l'histoire de l'aventure humaine. Et pour moi, fondamentalement, il faut refaire notre boussole. Et pour ça, il faut prendre conscience au niveau macroplanétaire, au niveau des microsystèmes. Il faut bien se rendre compte que des écosystèmes biologiques, il y en a des milliards. Le corps humain de chacun d'entre nous, c'est un équilibre de milliards d'écosystèmes microscopiques avec les bactéries, avec les enzymes qui nous permettent de vivre. C'est extrêmement fragile. Et pour moi, fondamentalement, contrairement à l'orgueil de l'Anthropocène ou du Capitalocène que mentionne Nicolas Borio, pour moi, il faut fonder notre nouvel humanisme, non pas sur la fierté post-humaniste de contrôler les ordinateurs, les algorithmes, etc., et toute l'aliénation que soulignait Derrick de Kerckhoff tout à l'heure avec les algorithmes qui pensent pour nous, et la perte de sens dans tous les sens du mot dans des dispositifs numériques. Pour moi, fondamentalement, il faut garder le sens de la mesure humaine et de la fragilité de la nature, qui est la fragilité de la pensée, qui est la fragilité de l'artiste, qui est la fragilité de la planète, de la nature, qui est la fragilité de notre destin humain. Alors, un mental pour moi dans le domaine de l'art sociologique, et je crois que Nicolas Bourriaud sera d'accord avec mes vieilles obsessions d'art sociologique des années 70. Cette peinture acrylique sur toile d'1 mètre carré, elle dit, si on la scanne, si nous ne croyons pas en l'homme, il n'y a pas de solution. Il faut être réaliste. Nous ne croyons plus en Dieu, nous ne pouvons plus nous fier à la nature, nous voulons croire à la technoscience, c'est une illusion, c'est à l'homme qu'il faut croire. Si nous ne croyons pas en l'homme, il n'y a pas de solution. Cette croyance en l'homme, naturellement, elle est éthique. Et il n'y a pas de Monsieur Pichard, progrès. Oui, je je dois finis. malheureusement vous couper bientôt. Je finis juste, là, j'arrive à mes grandes conclusions métaphysiques. Et il n'y a pas de progrès en art, l'art n'a rien à voir avec le progrès n'a rien à voir avec l'art, mais c'est un fait auquel je crois, l'art change le monde. Et voilà une série de peintures que j'ai faites d'une façon obsessive l'année dernière, une peinture par jour pendant 30 jours, sur cette notion de conscience planétaire, que j'ai d'abord vue comme une sorte d'obligation très claire, très nette, comme un panneau de signalisation, que petit à petit j'ai décliné dans des variantes, dans des inquiétudes, et jusque vers la 28e ou la 29e, qui devient plus ludique ou qui devient plus, je vais dire, transcendantale, parce que je crois il faut que nous allions vers une transcendance humaine et vers finalement cette conscience planétaire qui s'élargit. Alors c'est ça que je viens de dire. Pour moi, donc, c'est un manifeste que j'ai publié au printemps dernier parce que les artistes n'avaient pas la parole dans les grands journaux. Et c'était difficile de pouvoir le publier dans le journal Le Monde ou au Washington Post. Pour moi, c'est un manifeste qui a été signé par plusieurs centaines de personnes. Les enjeux majeurs de l'art actuel sont désormais pour moi philosophiques et utiles. Et ma conviction comme artiste, c'est que l'art peut changer le monde et qu'il doit contribuer à changer le monde et que c'est urgent. Et voilà le merci de la conclusion.